Merci, docteur Zaki. Donc non, ce sont des effets qui sont connus quand même d'assez longue date, mais bon, la première grande étude prospective a été publiée qu'en 2014. Donc, pourquoi les effets sur la surface oculaire? Parce que forcément, on a une innervation cholinergique dans la surface oculaire au niveau des glandes qui fabriquent les larmes. Et forcément, on peut se poser la question, vu qu'on a un agent qui est anticholinergique, il va donc forcément affecter ces surfaces oculaires. Surtout qu'on a souvent affaire à une population à risque, à savoir des femmes essentiellement qui sont plus à même d'avoir un syndrome sec, et des femmes qui ont la quarantaine et plus, qui sont en périménopause. Alors un bref rappel sur la surface oculaire. Donc la surface oculaire, c'est vraiment une unité fonctionnelle qui comporte... ça marche, super. Donc on a la glande lacrymale qui est responsable de la sécrétion de la phase aqueuse des larmes. On a les glandes de mébomus au niveau des paupières qui fabriquent la phase lipidique des larmes. Et au niveau de la conjonctive, on a les cellules caliciformes qui fabriquent le mucus, ainsi que le glycocalyx au niveau de la surface de la cornée. Donc tout ça constitue une unité fonctionnelle qui est absolument essentielle à la protection de la surface oculaire, mais aussi à la fonction visuelle, parce qu'il ne faut pas oublier que ce film lacrymal que vous voyez en bleu, c'est un peu comme une lentille de contact naturelle. Elle a un pouvoir optique d'environ 0,5 à 0,75 de prix selon les cas. Donc quand on a les yeux secs, non seulement on n'est pas à l'aise, mais on ne voit pas bien. Donc voilà, le film lacrymal, comme je vous le disais. À la surface, on a le film lipidique dont le rôle, c'est de ralentir l'évaporation de la couche aqueuse, qui est la plus importante. En dessous de la couche aqueuse, on a la couche mucinique et le glycocalyx, dont le rôle est finalement de coller un peu le film lacrymal à la surface des microvillosités de l'épithélium cornéen. Donc voilà une petite animation du film lacrymal sain, donc couche lipidique, couche aqueuse, couche mucinique et cellules épithéliales. Donc là, c'est un film sain. Quand il est endommagé, qu'est-ce qui se passe? Donc ça sèche et les cellules épithéliales vont être endommagées, ce qui va conduire à leur apoptose. Non seulement les cellules épithéliales cornéennes, mais aussi les cellules de la conjonctive. Alors ça, c'est le cercle vicieux de l'inflammation. Donc ça a été établi par des études qui ont été faites par un grand groupe international qui s'appelle le TIFOS. C'est le Tear Film and Ocular Surface Society, qui a fait plusieurs workshops qu'on appelle les DEWS. Alors il y a eu DEWS 1, DEWS 2, et le dernier, ça a été le DEWS 3 en 2023, qui à chaque fois vont faire des très larges études internationales et venir avec les derniers concepts en matière de traitement de la surface oculaire. Et on se rend compte que finalement, dès qu'on a une instabilité du film lacrymal, il y a un cercle vicieux qui s'enclenche, il y a même un double cercle vicieux. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une hyperosmolarité de mes larmes. Vous vous rappelez du phénomène de l'osmose. Cette hyperosmolarité va entraîner la souffrance cellulaire et l'apoptose des cellules de l'épithélium cornéen et de la conjonctive, ce qui va ensuite conduire à l'inflammation, à la libération de facteurs inflammatoires comme les métalloprotéinases. Et ça va donner une mort des cellules caliciformes qui, elles, fabriquent le mucus, qui va encore plus endommager le film lacrymal. Et donc, c'est un cercle vicieux. À celui-ci s'ajoute, à partir toujours de cette même instabilité du film lacrymal, ce qu'on appelle un dysfonctionnement des glandes de mébomus. Rappelez-vous ce que je vous ai montré au début, c'est les glandes qui fabriquent le gras des larmes. Donc, moins de gras des larmes, plus d'évaporation de l'eau et donc plus de sécheresse oculaire. Et donc, voilà, on est dans un cercle vicieux qu'il faut absolument casser. Qu'est-ce qui va favoriser cela? Eh bien, tous les déséquilibres hormonaux, la ménopause en est un évidemment, les allergies, les infections virales, la chirurgie réfractive, donc les gens qui ont fait un LASIK, etc., la chirurgie intraoculaire comme la chirurgie de la cataracte, les troubles neurotrophiques, il faut se rappeler du diabète aussi, le port de lentilles de contact. Donc il faut toujours rechercher ces facteurs de risque quand vous allez injecter vos patients par de la toxine botulique. Donc est-ce qu'il y a une prise d'antihistaminique, d'antidépresseurs, est-ce qu'il y a une hormonothérapie pour la ménopause, les déséquilibres hormonaux. Et ce qui est nouveau avec le 12-3, c'est les déséquilibres nutritionnels sur lesquels ils insistent énormément, parce qu'on se rend compte que la micronutrition a un rôle essentiel dans l'homéostasie de la surface oculaire. Pensez aussi aux maladies du tissu conjonctif, la chirurgie réfractive, je l'ai dit tout à l'heure, les affections virales, notamment l'adénovirus, vous savez, c'est le fameux SOUAH qu'on a par épidémie et qui vraiment est très délétère pour la surface oculaire. L'herpès, mais aussi les traitements antiviraux qui vont affecter la surface oculaire, tout ce qui est radiochimiothérapie et bien sûr le diabète quand on est au stade de neuropathie et les maladies de Gauche-Rosegren. Il faut savoir que très souvent, il y a une très grande discordance entre les signes fonctionnels et les signes cliniques. Souvent, vous allez poser la question, madame, monsieur, est-ce que vous avez les yeux secs? Ah non, moi pas du tout. Au contraire, j'ai les yeux qui larmoient. Sachez qu'un larmoiement chronique est un signe d'œil sec. Ça peut paraître paradoxal, mais souvent, quand c'est un dysfonctionnement mébomien, quand c'est le gras qui manque, on a des larmes aqueuses qui vont beaucoup couler. Et paradoxalement, on a les yeux secs alors qu'ils larmoient. Et très souvent, ça a été prouvé par le 12-3 notamment, dans 40% des cas, le syndrome sec est asymptomatique, on va le trouver dans la clinique.
Pensez à l'examen clinique, examiner la forme palpébrale, voir la dynamique, est-ce que ça se ferme bien, est-ce qu'on a une bonne congruence, notamment les gens qui ont eu des chirurgies palpébrales ou les gens qui ont eu une paralysie faciale. Pensez aussi, et ça c'est un phénomène nouveau avec l'avènement des smartphones, ce qu'on appelle les occlusions abortives. Et ça, vous allez le trouver beaucoup plus chez les sujets jeunes que les sujets plus âgés. Les occlusions abortives, c'est quoi? C'est quand les paupières ne se collent pas quand on cligne. Et ça, on le voit beaucoup, beaucoup avec l'exposition aux écrans parce que les clignements deviennent de plus en plus rares et puis après, ils deviennent abortifs. Alors, on le voit surtout à la lampe à fente parce qu'on agrandit bien sûr l'image, mais avec l'expérience, on peut le voir mais aussi à l'œil nu. Et puis, les dysfonctionnements mébomiens, c'est très simple. Sur quelqu'un qui a une rosacée, il faut automatiquement penser qu'il y a un dysfonctionnement des glandes de mébomus. C'est la même maladie. Donc voilà, je le disais tout à l'heure. Alors ça, j'ai mis ce petit diagramme parce que c'est des choses que tout médecin peut voir à l'œil nu, sans lampe à fente, sans rien du tout. Je vais regarder les cils. Est-ce que j'ai des croûtes au niveau des cils? Si j'en ai, il y a une blépharite. S'il y a une blépharite, il y a un dysfonctionnement mébomien, donc il y a une sécheresse. La peau, la texture cutanée, est-ce que j'ai un eczéma? Est-ce que j'ai une rougeur? Est-ce que j'ai un gonflement? Donc ça témoigne d'une allergie ou d'une fragilité de la surface oculaire. L'anatomie de la paupière, donc je le disais, est-ce que c'est bien régulé? Est-ce que j'ai une bonne congruence? La sensibilité cornéenne, la lagophthalmie dans le clignement, la fréquence du clignement, donc je le disais tout à l'heure. Et puis bien sûr l'existence d'une rougeur, d'une hyperémie, ou d'un écoulement, et puis bien sûr les rosacées, donc faites attention au visage. Si j'ai une rosacée au niveau du visage, je l'ai au niveau des paupières, donc sécheresse oculaire. Les tests qu'on va faire nous cliniquement, il y a 2 tests très simples que tout médecin peut faire, le test à la fluorescéine et le test de Schirmer. Pourquoi ces 2 tests? Le premier, donc le test à la fluorescéine, va quantifier plutôt la qualité des larmes, aussi un peu la quantité, mais surtout la qualité, puisqu'on va voir l'état du film lacrymal qui va donc être coloré. Si vous avez une petite torche avec une lumière bleue, vous mettez votre petite goutte de fluo, donc la petite bandelette, elle est là, on met une petite goutte de sérum dessus pour la mouiller, on met la petite goutte, et on va voir combien de temps le film lacrymal est-ce qu'il met à s'évaporer. Il faut que ça soit 10 secondes. Si c'est moins que 10 secondes, c'est que j'ai pas assez de gras dans mes larmes, donc j'ai un syndrome sec. Ça nous permet de voir aussi s'il y a des défects au niveau de l'épithélium dans les cas de sécheresse avancée, si j'ai une kératite ponctuée superficielle, vous vous rappelez de la fameuse KPS. Le verre d'ulisamine, tout ça, non, on ne va pas en parler. Et le test de Schirmer, très simple, vous mettez la petite bandelette, vous attendez 3 minutes. On va s'arrêter au Schirmer 1, qui est le test le plus simple. Il faut que ça arrive à 20 mm à 3 minutes, sinon c'est que j'ai un déficit aqueux, c'est l'eau qui manque. Donc déjà en faisant ces 2 petits tests très simples, en examinant le visage de votre patient, en examinant les paupières, vous avez plein de renseignements sur les cas à risque et bien sûr en faisant un interrogatoire sur les facteurs de risque. Alors ça, ce sont des machines un peu plus sophistiquées qu'on utilise nous en clinique. Donc là, par exemple, c'est la mébographie. Vous voyez, les glandes de mébomus, elles sont alignées au niveau des paupières comme des petites sardines et elles vont faire sortir le gras par le bord libre de la paupière. Donc là, on a une atrophie des glandes de mébomus dans un dysfonctionnement très avancé. Donc c'est des choses qu'on peut nous quantifier avec des machines très sophistiquées qui permettent de faire un suivi dans les cas extrêmes. Mais franchement, on n'a pas besoin de tout ça dans la pratique quotidienne. Que dit la littérature sur ces injections, sur les conséquences des injections de toxines botuliques, notamment au niveau de la zone cancale externe, donc pour les rides de la patte doigt? Eh bien, ça nous dit qu'il y a une réduction significative de la fonction des glandes de mébomus, donc le gras, à la première semaine, et de la glande lacrymale, donc l'eau, au premier mois. Et qu'il va y avoir une récupération des glandes de mébomus entre le premier et le 3e mois, et de la glande lacrymale au 3e mois. Et plus la personne est jeune, plus cette récupération va être rapide. C'est ça la fameuse étude qui a vraiment, l'étude la plus conséquente qui a été sur un grand échantillon. Sinon, on trouve plutôt des études sur les injections à visée fonctionnelle, comme notamment dans les blépharospasmes, et on retrouve un peu les mêmes résultats quant aux conséquences sur la surface oculaire. Alors, juste une petite parenthèse, parfois la toxine botulique, elle est bonne pour le syndrome sec. Et là, je vous montre ce que vous voyez ici, c'est le point lacrymal, le petit trou qu'on a ici, qui fait passer les larmes de l'œil vers le nez. Et vous voyez ici, on a un petit clou méatique en silicone. Ça, on le met quand il y a un déficit aqueux important, comme par exemple dans les maladies de Gougerot-Sjögren, pour essayer de laisser l'eau dans l'œil. Et le problème de ces clous méatiques, c'est qu'ils ont tendance à migrer, en plus ils sont chers. Et si on fait une petite injection de toxine autour du muscle du riolan, qui est une émanation du muscle orbiculaire des paupières qui entoure le point lacrymal, ce muscle du riolan, il a un effet de pompe, parce qu'il va permettre de pomper les larmes vers le nez. Donc si on fait une petite injection de toxine là, eh ben, ça nous permet d'avoir une amélioration du film lacrymal. Donc en pratique, tout ce que je vous ai dit, donc cherchez les facteurs de risque, faites le petit examen dont on a parlé, pensez à l'équilibre, au déséquilibre nutritionnel, etc., tout ce que j'ai cité tout à l'heure.
Et quand on va faire une injection des rides canthales externes ou des paupières inférieures, donc faire un examen à J0 à la 3e et à la 6e semaine, il y a un petit questionnaire qui s'appelle le questionnaire OSDI que vous pouvez retrouver sur ce site internet, le site de TIFOS. Et vous donnez ce petit questionnaire à vos patientes quand elles sont en salle d'attente. Déjà, ça vous donne une idée. Si vous avez un score qui est entre 8 et au-delà, là, on est dans une sécheresse qui est sévère. Il vaut mieux l'adresser d'abord chez l'ophtalmo avant de l'injecter. Si maintenant c'est une sécheresse qui est vraiment légère ou modérée, vous pouvez la traiter vous-même. Comme je le disais, attention aux croûtes, donc à la blépharite, attention à la rosacée, tout ça c'est des facteurs de risque. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, très souvent, énorme contraste entre ce que va vous dire le score OSDI, qui souvent est bon, et ce que vous allez trouver cliniquement, où vraiment dans 40% des cas, on sait qu'il y a une sécheresse asymptomatique. Sachant que la prévalence, dans toutes les méta-analyses qui ont été faites par le TIFOS, la prévalence, elle est vraiment très variable au niveau du monde, c'est de 5 à 50%. Donc vraiment, on ne connaît pas vraiment la prévalence du syndrome sec dans le monde. Excusez-moi, docteur Reface, le temps imparti. Oui, j'en ai pour 30 secondes, c'est les 2 dernières slides. Donc juste pour vous montrer le traitement, pour les blépharites, c'est l'huile d'arbre à thé, vous la mélangez avec une huile d'amande ou enfin 2 petites gouttes dans 5 ml et vous traitez la blépharite avec pour tuer le démodex. Dans les dysfonctionnements mébomiaques, vous voyez qu'il y a ça, c'est surtout réchauffer, masser les glandes et nettoyer. Pour les clignements abortifs, pour les jeunes patients, vous leur dites de cligner toutes les 30 secondes, 9 fois très fort et de maintenir les yeux fermés pendant 10 secondes la 10e fois. Et surtout, les larmes artificielles. Retenez juste ce système, qui est le système OSD. C'est un système qui est très utilisé pour les coliques d'ophtalmo parce qu'il est sans conservateur. Pourquoi je dis ça? Ça n'a aucun sens de prescrire des larmes artificielles avec conservateur. Donc, par exemple, pour une sécheresse modérée, vous avez de l'hyaluronate à 0,1, s'il est plus sévère à 0,3. Vous pouvez aussi utiliser des dosettes, mais ce n'est pas pratique parce qu'il faut la jeter tout de suite, donc c'est du gaspillage, alors que c'est des coliques qui ne sont pas remboursés malheureusement par la sécurité sociale. Et j'insiste sur le sérum physiologique parce que souvent les gens l'utilisent en goutte à goutte pour hydrater. Non, c'est une erreur. Si vous l'utilisez en goutte à goutte, vous allez augmenter la phase aqueuse, il y aura un rétrocontrôle négatif sur la glande lacrymale et vous allez provoquer un syndrome sec encore plus sévère. Et enfin, dans les sécheresses très sévères, mettez du gel le soir. J'associe toujours des compléments alimentaires. Alors, j'aime beaucoup l'Optis, il est disponible chez nous. Il contient du zinc à 25 mg. Et donc, c'est intéressant parce que non seulement vous améliorez la surface oculaire, mais vous allez potentialiser l'effet de votre toxine. Parce que vous savez que c'est conseillé de donner entre 15 et 30 mg de zinc le premier mois pour avoir un effet plus prolongé de la toxine. Enfin, le LipoFlow ou encore la lumière pulsée pour le traitement des dysfonctionnements sévères. Voilà, donc retenez juste ça. Pensez au traitement lacrymal systématiquement, surtout chez les patients de plus de 40 ans en périménopause ou qui prennent tous les médicaments dont on a parlé ou qui ont un antécédent de chirurgie oculaire. Pensez à la micronutrition, le zinc. Pensez aux rosacées qui toujours vont s'accompagner d'une sécheresse oculaire. Et je vous remercie.